Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, la semaine dernière, nous étions en Corse. Cette semaine, nous sommes dans la Drôme. Et vous allez voir, dans le cadre d'un salon qui s'appelle Tech & Bio, nous avons trouvé des entreprises qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Le salon Tech & Bio, organisé par les chambres d'agriculture, c'est l'occasion de découvrir des techniques qu'on n'a pas l'habitude de vous montrer ici dans Power Boost. Et vous allez voir qu'on trouve des acteurs de tous horizons qui cravachent pour faciliter le travail des agriculteurs. Parfois, leurs solutions sont étonnantes, voire à contre-courant du virage que prend l'agriculture. On vous montre tout ça après une dose de news. La semaine dernière, Valtra a dévoilé en Finlande sa nouvelle génération de tracteurs dénommée S6. Les puissances s'étaleront de 280 à 420 chevaux. Elle ne sera pas produite à Beauvais, mais à Suolahti en Finlande et sera disponible en Europe durant l'été 2024. Le salon Agritechnica, c'est dans un mois et demi, mais on connaît déjà le lauréat du prix de l'innovation de l'édition 2023. C'est New Holland qui décroche la médaille d'or face à 217 autres candidats avec son concept de nouvelle moissonneuse-batteuse à double rotor axial CR avec principe de flux longitudinal. Tous les détails techniques de cette machine seront révélés lors de la grande messe allemande du machinisme agricole du 12 au 18 novembre 2023. On a démarré cette journée à Tech & Bio au pôle Grande Culture. Là, on n'a pu que s'arrêter devant le stand d'Arvalis, Institut du Végétal, car un outil en cours de développement nous faisait de l'œil, comme pour nous dire « gérer les couverts permanents en bio, c'est bientôt possible ». Des couverts permanents en bio, c'est un rêve de beaucoup d'agriculteurs, mais qui aujourd'hui n'est pas réalisable en l'état par l'absence d'outils pour maîtriser les couverts. Et donc on travaille depuis un certain nombre d'années à essayer de mettre au point une pratique qui nous permet de concilier cette nécessité de couvrir les sols, de capter de l'azote dans le système de culture, en ayant la capacité de faucher la luzerne qui est semée et implantée entre les lignes de blé. Donc l'objectif, c'est de remplacer les herbicides qui ne sont pas accessibles en bio. Et donc on utilise tout ce qui est guidage RTK pour positionner notre plante de service qui est la luzerne et intercaler une plante de rente, qui peut être du blé, entre les rangs de luzerne. On voit bien le problème, mais l'outil dans tout ça, il y répond comment ? C'est un porte-outil sur lequel on peut brancher des accessoires. On a deux accessoires principaux. Le premier, c'est un élément de semis, où on va semer des lignes de luzerne espacées de 30 cm, et ces lignes, on va les géoréférencer grâce à la console du tracteur RTK. Et ensuite, on a un deuxième accessoire, qui est une faucheuse interligne, qu'on va venir placer, encore une fois, grâce au GPS RTK, sur la ligne de luzerne, pour maîtriser la ligne de luzerne au sein de la ligne de blé, pour éviter la concurrence sur notre culture de rente. Le concept fonctionne et certains constructeurs s'en inspirent même, mais pas si vite. Quelques freins restent à lever pour déployer l'outil. On pourrait citer la qualité du guidage, qui n'est pas toujours parfaite, y compris sur les tracteurs neufs. Ça nécessite des reparamétrages qui ne sont pas forcément faciles à réaliser par des agriculteurs. Nous, par exemple, on règle nos outils avec un petit rayon laser pour être sûr de le placer au bon endroit. Il faut s'assurer que l'outil est bien construit, que les écartements soient parfaitement constants entre les éléments. Si on remplit toutes ces conditions, on a quand même des effets extrêmement intéressants, à la fois sur les aspects productivité, mais sur les aspects temps de travail, sur l'économie vis-à-vis des intrants azotés en bio qui sont très chers et pas toujours à la hauteur en termes d'efficacité. Et puis aussi, on a une excellente maîtrise des adventices dans les systèmes bio, en particulier les vivaces et les plantes un petit peu envahissantes où on a un très très bon niveau de maîtrise. Un outil prometteur donc. Quant à nous, on va voir ce que nous réserve le pôle viticulture du salon Tech & Bio. C'est clair que les robots, ça fait toujours rêver. Mais nous, on va 2 rangs plus loin. Vers les chevaux.
C'est pour le coup à contresens complet du virage que prend l'agriculture, mais la traction animale intéresse. L'INRAE finance même des études sur les effets de cette pratique sur le sol. Alors, on est allé demander directement les 3 avantages à opter pour de la traction animale plutôt que pour du matos dernier cri. Un des aspects, on va dire sans doute le plus important, c'est de garder de la vie dans les campagnes. De garder des emplois, de garder tous les métiers qui sont autour de la traction animale, que ce soit les bourreliers, les fabricants de matériel, etc. Et que la technologie ne soit pas exportée loin. D'améliorer la condition de travail, parce que discuter avec 100 tracteurs, même équipés d'un GPS, ça reste quand même assez limité. Alors que la relation qu'on a avec un animal dans un travail, c'est vraiment une relation forte. La dernière raison, et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé un peu avec l'Atelier Paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction de matériel, c'est la capacité qu'on a de fabriquer ou au moins de réparer notre matériel, nos harnais, et d'être autonome de ce point de vue-là, ce qui n'est pas du tout le cas avec les robots qu'on peut voir ici, où en fait s'il y a le moindre pépin, le paysan n'est pas capable d'intervenir et est dépendant d'une entreprise extérieure. C'est tout un modèle de développement qu'il faudrait rediscuter, d'avoir des grosses fermes avec des paysans qui courent partout et qui sont obligés de s'équiper parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. C'est effectivement un système que nous, on critique, on va dire. Mais si on est sur des petites fermes de moins de 40 hectares, là on peut tout à fait concevoir de travailler avec quelques chevaux dans l'exploitation. Il faut quand même ajouter qu'on ne devient pas meneur du jour au lendemain et que la pratique est plutôt physique. Mais bon, on peut être à contre-courant sans être aussi radical. C'est le cas de Romain Lecoq, vigneron et conseiller viticulture à l'ICV, qui travaille sur un modèle de treuil innovant pour combler les manques d'un marché qui ne veut plus en construire. On vous explique tout. Nos vignobles de la Drôme, de l'Ardèche ont une particularité, c'est d'être non mécanisables pour une partie. Quand je dis non mécanisable, c'est qu'on a des pentes de 50% et plus. Et le seul outil de travail du sol aujourd'hui, et depuis très longtemps d'ailleurs, c'est le treuil. On laisse le treuil en haut du rang, on a un opérateur donc, qui reste au niveau du treuil et puis un autre vigneron qui va dérouler le câble en descendant la charrue. Et puis quand on met le treuil en route, on remonte la charrue en la tirant avec le câble et on travaille le sol comme on travaille en traction animale. C'est un petit peu le même principe. Aujourd'hui, le marché du treuil est relativement compliqué puisque ça ne représente pas des surfaces énormes. Donc il n'y a pas d'industriel qui veut se lancer pour développer un outil comme ça. Donc on a comme solution soit des très vieux treuils qui fonctionnent toujours, avec des défauts de fiabilité. On a autrement des treuils neufs, certes, mais avec des conceptions qui ont 30 ans et qui sont hors de prix. Pour vous donner un exemple, un treuil comme celui-ci, suisse, aujourd'hui, ça vaut 22 000 €. Et il n'est pas du genre à se laisser démonter, Romain. Il a pris les devants pour combler ce manque. Aujourd'hui, en partenariat avec l'IUT de Grenoble, qui s'occupe de toute la partie électrique, électronique, on a monté un moteur électrique sur un treuil. Alors ça, c'est le deuxième prototype. On sait que ça fonctionne. Il a tourné pendant 1 an sur une exploitation, donc une saison complète. L'idée aujourd'hui, c'est de développer un treuil neuf, commercialisable, avec une version sur batterie, parce que je pense qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie envie d'aller vers le travail du sol bio, et c'est presque la seule solution. Oui. On remercie Romain et on rejoint de nouveau les allées du salon, car on n'est pas au bout de nos surprises. Utiliser les drones pour pulvériser des cultures, c'est pas nouveau. Et pourtant, une entreprise s'est réapproprié le concept de façon surprenante. Non, nous non plus, on n'a pas compris tout de suite de quoi il s'agissait. Mais cet équipement appelé Easy Breeze est plutôt malin. Alors c'est une canne en carbone. C'est des multiples de 2 mètres. Sur cette canne, nous avons équipé des mini-drones ainsi que des bus de pulvérisation. Des modules de 2 mètres à assembler et portés par des mini-drones, c'est original. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Ce que ça peut apporter à l'agriculteur, c'est que le fait que ce soit sous forme de modules, il peut les associer
et ça enlève toute la pénibilité par la portance des drones. Il peut traiter une surface de 2 mètres, une surface de 4 mètres, une surface de 6 mètres. Le fait de traiter le végétal à basse pression, on peut utiliser des huiles essentielles ou des biostimulants. Alors, quelle est la cible de cet équipement ? C'est destiné à des horticulteurs, des maraîchers, des arboriculteurs, des pépiniéristes, mais elle a une fonction aussi dans l'élevage. Elle peut être utilisée pour le blanchiment des bâtiments agricoles. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ainsi nous quittons le salon Tech & Bio. Mais pendant qu'on retourne sagement à la maison, on se fait un petit point sur le marché du carbone en France. C'est l'heure de Carbon Farming, notre rubrique en partenariat avec BASF. En 2023, peut-on affirmer que les agriculteurs sont séduits par les différentes démarches bas carbone ou à l'inverse, peut-on observer une certaine frilosité au niveau de leur engagement ? Anaël Bibard, président de FarmLip, nous livre quelques chiffres pour analyser la tendance actuelle. Alors effectivement, on a déjà plus de 10 000 agriculteurs engagés dans des démarches bas carbone, soit au sein des productions annuelles, comme les démarches Oleos, ou d'autres acteurs commencent à proposer des contrats bas carbone filières, mais aussi auprès du label bas carbone élevage, grande culture, ou d'autres acteurs indépendants comme des gens comme Sol Capital, Gaillago Carbone ou autres. Donc plus de 10 000, ce qui est déjà plus de 3% des agriculteurs. Ça continue à progresser de manière un peu plus que linéaire, mais sans avoir une croissance démentielle et exponentielle aujourd'hui. Existe-t-il des leviers sur lesquels agir pour entraîner davantage d'agriculteurs sur le bas carbone ? Aujourd'hui, on voit qu'un levier essentiel à activer, c'est les démarches filières. Comment ramener la valeur sur le produit par sa décarbonation. Donc je fais des efforts pour l'environnement, pour la planète. C'est logique que ça puisse se transmettre tout au long de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur. Et donc ces éléments-là, notamment, on voit potentiellement une accélération qui devrait arriver avec le deuxième levier, notamment l'affichage environnemental. Fin 2023, on devrait avoir un cadre réglementaire pour pouvoir afficher la valeur environnementale des produits, notamment sur les questions climat et biodiversité. Et concrètement, cet affichage environnemental aura quel impact pour l'agriculteur ? Ça rajoute un élément dans la qualité perçue par l'industriel ou la suite de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, je produis du blé, il a un indice de chute de Haber, il a un taux de protéines, il a plein de qualités physiques mesurables sur le produit. Là, ça rajouterait une qualité mesurable liée à son processus de production. Et donc, ça peut générer des opportunités, notamment pour les producteurs, d'avoir une production plus faible en intensité carbone et donc un affichage environnemental meilleur pour la production finale. Affaire à suivre donc. Quant à nous, on se retrouve très vite autour d'une autre thématique carbone. À bientôt. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et de vous abonner à notre page Instagram. Et puis, la semaine prochaine, nous serons à Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet de l'élevage. Nous aurons un plateau télé. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Je vous souhaite une excellente semaine.